Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. On le sait, la maladie change notre corps, le regard que l'on porte sur lui. Il passe par beaucoup d'étapes, chirurgie, mastectomie parfois, chimio, alopécie. Et il passe aussi par les mains du corps médical. On se retrouve à nu plusieurs fois par mois devant des médecins, sans parler bien sûr de l'endroit même où le cancer se loge, la poitrine, un des symboles de la féminité. Dans cet épisode, on va parler du corps, de notre rapport au corps et comment on se le réapproprie, après être passé par la case cancer. Aujourd'hui, on en discute avec Sitsiaka, touchée par un cancer du sein HER2 positif à 31 ans, qui déteste les cafards. Exactement. Mais qui adore voyager en solo. Exactement. Et Fanny, touchée par un cancer du sein HER2 positif à 34 ans. Bonjour. Qui déteste le pamplemousse. Oui. Mais qui adore danser. Ah oui. On associe souvent la féminité avec le maquillage, les cheveux longs, la poitrine. Quand le cancer du sein débarque, il vient bouleverser tout ça. Est-ce que vous, c'est la vision que vous aviez de la féminité avant d'être touchée par la maladie ? Les filles, quelle vision vous aviez de la féminité avant le cancer ? Alors, moi, la féminité, pour moi, c'était plutôt une attitude plutôt que les seins, les cheveux longs. Moi, j'ai toujours adoré les cheveux courts. J'ai toujours été fan des nanas qui avaient les cheveux courts. C'est vraiment, comme la nouvelle Miss France d'ailleurs. C'est vrai. un truc que j'ai toujours adoré. Donc, ça n'a jamais été vraiment ce symbole de féminité. Et oui, les seins, c'est parce que c'est sexualisé, mais c'est pas forcément féminin. Pour moi, c'est vraiment plus une attitude, la façon dont on se tient. C'est qui on est, en fait. C'est tout bête, hein, qui on est à l'intérieur qui rend sexy et qui rend femme. Voilà, c'était ça pour moi. Et toi, Fanny ? Moi, je pense qu'au contraire, avant la maladie, j'avais une vision de la féminité qui était un petit peu plus conventionnelle. Et c'est la maladie qui m'a fait explorer une autre féminité. Donc, j'étais très classique, entre guillemets, toujours les cheveux longs. Je pense que j'ai eu les cheveux longs quasiment toute ma vie. Je suis dans le maquillage et j'ai toujours aimé me maquiller. Et c'était même un besoin de me maquiller. J'assumais pas forcément de sortir sans maquillage avant de tomber malade. Et j'ai toujours aimé m'apprêter, m'habiller, me mettre des bijoux, des accessoires, etc. Donc, je suis d'accord aujourd'hui avec la vision qu'a Cynthia, mais avant de tomber malade, j'avais pas vraiment cette vision-là. Donc, ça a évolué pendant mon cancer. Et aujourd'hui, la féminité, par exemple, si tu devais la décrire, tu la décrirais comment du coup ? La féminité, aujourd'hui, je la vois effectivement comme une attitude, comme un état d'esprit, comme ce qu'on peut transmettre aux autres et comment on peut exprimer certaines parties de soi et comment, d'un jour à l'autre, on peut exprimer une autre partie de soi, parce qu'il y a autant de types de féminité que de femmes sur Terre, et pas que des femmes d'ailleurs. Et puis, je l'ai exploré sur d'autres critères. Moi, par exemple, les cheveux courts, tout comme la Miss France, j'étais très très contente d'ailleurs que ce soit une Miss France aux cheveux courts qui soit élue. Mais t'es toute très contente. Ah oui, les cheveux courts, je les ai adoptés depuis la repousse de mes cheveux. Et contre toute attente, j'ai l'impression que ça a révélé une partie de ma féminité que j'avais jamais explorée auparavant. Et je me suis jamais sentie aussi femme, voire aussi fatale par moment qu'avec mes cheveux courts. Donc, je ne sais plus quelle était ta question de base. Ça, c'est normal. Non, alors du coup, ma prochaine question, ça serait, est-ce que par contre, donc là maintenant tu as cette vision-là, est-ce que pendant les traitements, tu en as souffert parce que tu avais les cheveux très longs et que du coup, tu as dû te couper les cheveux très courts ? Est-ce que ça a été pour toi le symbole de la féminité qui était un peu qui s'arrêtait ? Parce que tu as dit que tu avais changé là-dessus, mais est-ce qu'à un moment donné, quand tu étais en traitement, tu l'as mal vécu ? Bizarrement, non. Au contraire, encore une fois, je me suis vraiment surprise moi-même. Si on m'avait dit quelques années ou quelques mois avant le diagnostic de mon cancer que j'allais prendre les choses comme ça, j'aurais été très étonnée. Mais quand on m'a annoncé que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais forcément faire une chimio alopéciente, j'avais les cheveux très longs. Et plutôt que de me dire, mon Dieu, au secours, je vais perdre ma féminité, je vais
je vais perdre mon identité. Et je me suis dit, c'est trop cool quand même. Je vais découvrir une partie de moi que je connais pas. Je vais pouvoir toucher mon crâne. Et je l'ai pris comme ça dès le début. Et finalement, aussi par le fait que j'ai associé beaucoup de sens à mon cancer dès le moment du diagnostic, je l'ai vécu comme une expérience et j'étais sans cesse dans l'observation, dans le test, dans l'amusement. Et je me suis beaucoup amusée, que ce soit avec les foulards, les accessoires. J'en portais de temps en temps avant, mais là, j'en ai vraiment fait une habitude et j'ai explosé le budget foulard, je pense, dès la première semaine de chimio. J'ai encore plus joué, bien sûr, avec le make-up. J'ai aussi découvert une autre acceptation de moi-même parce que pour la première fois de ma vie, je pense, c'est pendant mes chimios que j'ai assumé le fait de sortir même démaquillée ou de m'exposer sans maquillage, chose que je ne faisais pas avant, ou alors très très rarement, ou alors avec beaucoup de gêne. Là, alors que j'étais chauve, sans cils, sans sourcils, je pouvais sans problème me montrer à nu, sans maquillage, et me sentir quand même bien dans mon corps. Donc, ouais. j'ai pas souffert de cette perte de cheveux, et justement, je me suis dit que croire que la féminité se cachait dans une longue chevelure, c'était pas forcément vrai. Et toi, du coup, donc, tu avais déjà l'image de la féminité qui était différente de ce qu'on a abordé avec les cheveux longs. Mais pendant les traitements, est-ce qu'il y a des choses qui quand même t'ont fait souffrir, qui ont touché ta féminité Moi, ce qui m'a le plus touchée dans ma féminité, parce que quand j'ai perdu mes cheveux, c'était pas vraiment un sujet. Je me suis dit, je vais en profiter pour réduire la longueur de mes cheveux petit à petit, parce que j'avais un gros afro et du coup j'ai fait des coupes que j'osais pas faire parce que ça m'a permis de tester des nouvelles coupes. Ça m'a permis de tester parce que les cheveux afro ça met du temps à pousser. Du coup ça c'était pas forcément un problème. Moi ce qui m'a le plus touchée dans ma féminité, même si je disais tout à l'heure que le rapport au sein était pas si important que ça, c'est que j'ai eu une mastectomie avec une reconstruction immédiate et qu'en fait la reconstruction immédiate s'est faite sans la remontée du sein contralatéral, avec une prothèse qui était beaucoup trop grosse pour moi. Je faisais un bonnet D avant et du coup j'avais mon sein gauche qui n'était pas reconstruit, qui n'a pas eu de cancer, qui tombait naturellement, voilà, et le sein droit du coup qui était remonté comme ça, qui était beaucoup trop gros et qui me gênait physiquement et en fait je me reconnaissais pas du tout. Et je trouve que c'est ça le drame, moi, dans la reconstruction immédiate, c'est qu'on nous vend parfois quelque chose qui va être une solution, on va pas voir, c'est mieux et tout ça, et puis on est jeune, donc c'est la solution la plus efficace. Et donc moi, j'y ai un petit peu cru, j'y ai carrément cru quand on me l'a proposé. Sauf que quand l'heure est venue de se réveiller et d'être confronté au résultat, en fait, j'ai un sein en haut, un sein plus en bas, donc en plus, il n'y avait pas le téton de l'autre côté, pas du tout de sensation. La sensation des cordes qui tirent en dessous, hyper désagréable. Je me mets sur le ventre, ça s'aplatit pas, donc tu tombes un peu comme ça, c'est très désagréable. Et ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, en fait, j'ai commencé à me recroqueviller en fait sur moi-même parce que j'avais pas envie que les gens voient. J'avais pas envie que les gens voient la différence, et du coup, j'ai commencé à développer cette très mauvaise posture pendant longtemps où j'étais de plus en plus les avachie. épaules qui rentrent. Je me rends compte alors que c'est pas du tout une position. Moi, comme je disais tout à l'heure, la féminité, c'est dans la posture, c'est la façon dont on se tient. Donc moi, je marchais toujours très fière en talons, voilà. Et là, du coup, tout d'un coup, je suis comme ça, je suis un peu rabougrie. Et ça m'avait un peu touchée dans ma féminité, parce que du coup, j'avais perdu le contrôle. Je pense que c'était un des premiers trucs où j'avais senti une dissociation avec mon corps que je n'avais jamais eu avant. Vous avez t'as porté toi des perruques ou pas du tout? Donc toi tu disais que ça va assumer les cheveux courts. Toi t'as pas du tout porté de perruque? Moi j'ai pas du tout porté de perruque, et c'est une réflexion que je me suis faite dès qu'on m'a dit que j'allais avoir une chimio. Je me suis dit en fait je vais pas mettre de perruque parce que j'ai jamais mis de perruque de ma vie. Dans la communauté noire, les foulards c'est déjà une chose qui est très répandue. Moi j'allais au travail déjà avec des foulards, donc je dis souvent que si j'avais pas annoncé que j'avais un cancer, je pense qu'on n'aurait juste pas vu que j'avais un cancer parce que je venais avec des foulards tellement souvent et j'avais pas envie d'aller en magasin, d'avoir chaud. J'imaginais un truc hyper désagréable, donc je peux du tout ça m'a même pas traversé l'idée de mettre une perruque, quoi. Et toi du coup tu disais que tu avais joué avec les foulards. Est-ce que tu as aussi essayé des perruques ou pas du tout? Oui, au tout début, quand je savais pas encore comment j'allais réagir devant ma tête nue, donc avant même que je décide de raser les cheveux, j'avais pris rendez-vous pour tester des perruques dans les lieux appropriés, et
j'en ai fait des moments d'amusement en plus parce que je trouvais ça rigolo et je pense que ça me permettait aussi de dédramatiser, même si au fond j'avais l'impression de l'accueillir sereinement, mais j'essayais de préparer le terrain pour potentiellement une mauvaise réaction au moment du rasage de cheveux. Et finalement, j'ai jamais eu ma perruque, c'est-à-dire que l'endroit où j'ai commandé ma perruque a mis énormément de temps à me la livrer. C'est dommage. C'est finalement tant mieux, tant mieux ou pas, mais il m'avait quand même donné une perruque de remplacement pour attendre ma vraie perruque. Et cette perruque, je l'ai peut-être mise 1 ou 2 fois pour voir. J'avais peut-être fait 1 ou 2 restos avec. Mais je me sentais pas à l'aise. T'étais pas à l'aise, ouais. Je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression d'être déguisée. Et puis c'est comme un déguisement, quoi. Voilà, oui, ça tient chose que j'allais te dire. Ouais, j'avais chaud, ça gratte. Quand tu l'enlèves, t'as le crâne suintant, puis t'as des marques. Enfin, ça m'allait pas du tout. Et au final, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, soit à jouer avec les turbans, à les assortir avec mon maquillage, avec mes tenues, soit vraiment à assumer le crâne nu à l'air. Et d'être coquette quand même avec un crâne nu en fait. Ouais. Et de me sentir même encore plus canon, chauve qu'avec ma perruque. Donc, Et t'as fait comme Cynthia, t'as coupé aussi, faire plusieurs coupes avant de perdre tes cheveux? Parce que tu dis que t'avais les cheveux très très longs. Donc, Oui, j'avais les cheveux longs. J'avais fait un petit carré avant de commencer ma première chimio. J'ai pris la décision de ne pas me raser les cheveux avant de faire la chimio, comme certaines personnes décident de le faire. Je voulais vraiment vivre la chute des cheveux, au moins une fois. Je voulais ressentir ce que ça faisait. Et je m'étais promis que dès la première poignée de cheveux dans ma main, j'allais raser le jour même ou le lendemain. Donc j'ai attendu 2 semaines après la première chimio pour avoir cette fameuse poignée de cheveux. Et oui, entre-temps, j'ai juste fait un carré. Et avec le recul, je me dis... Vraiment dommage, à l'époque, je connaissais pas l'existence et j'y ai même pas pensé. Je connaissais pas l'existence des associations qui récupèrent des dons de cheveux pour faire des perruques. Ah ouais, c'est vrai. Et avec le recul, je me dis, t'avais les cheveux assez longs quand même pour faire un sacré don et j'y ai pas pensé ou en tout cas, j'en avais pas connaissance. Donc, si un jour là, je suis en train de réfléchir à potentiellement me laisser pousser un peu les cheveux. Mais je pense que je reviendrai au cours quoi qu'il arrive. Et le don de cheveux, c'est quelque chose qui reste... Que tu referas, que tu feras du coup. Que je ferai, je pense, un jour, ouais. Et toi, t'as attendu aussi que ça tombe ou t'as rasé quand t'as eu l'annonce? Non, moi, j'ai coupé petit à petit. Et puis, j'avais mon neveu avec qui j'étais très proche, qui avait 10 ans à l'époque et qui avait une petite coupe là, un peu d'Iroquois là, comme ça. Donc je me suis dit je vais faire ça. Je vais faire la même. Voilà. Comme ça on était comme des jumeaux, donc c'était très bien. Et après la première chimio, je crois que c'était 2-3 semaines après la première chimio, là mes cheveux ont commencé à tomber. Et comme je mettais déjà un foulard, en fait c'était pas vraiment, je m'y attendais pas en fait. C'est tombé d'un coup en fait quand j'ai enlevé mon foulard. Et on serre le foulard devant et du coup j'ai enlevé mon foulard et en fait il y a un pan de cheveux qui est parti d'un coup et là ça a été un choc. Ouais, ça n'a pas dû être facile. Là ça a été un choc, je m'y attendais pas du tout et j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé mon meilleur ami qui habitait à 15 minutes. Je lui ai dit viens avec ta tondeuse, viens me raser s'il te plaît et tout ça. Et vraiment c'était un choc, je m'y attendais pas du tout et en fait j'avais vraiment ce gros trou au-dessus de la tête et là en fait ça tout de suite la maladie devient plus réelle parce que les gens me voyaient, voilà, ils faisaient pas trop attention et puis là tout d'un coup dans ta famille t'arrives 2 jours plus tard sans cheveux et je dis toujours que la maladie se voit dans le regard de l'autre malheureusement parce que nous on se voit pas mais quand les autres nous voient et puis là ils regardent et puis tu vois dans leurs yeux que ah ouais là c'est vraiment réel et là ça commence à faire un petit coup psychologique. Donc moi c'était vraiment ce truc là de voir en tout cas le cheveu tomber où je me suis dit, ah ouais, là, les choses sérieuses commencent. Ouais, ça a été dur, en fait, que tu perdes une mèche comme ça, une grosse mèche d'un coup. Ouais, exactement. Là, je me suis dit, ok, là, on est dans le dur, on est dans le vif du sujet. Là. Ouais. Et en plus, on est dans le vif dans le sens où moi, j'ai eu vraiment une mastectomie avec une reconstruction immédiate et on m'a bien fait comprendre que la chimiothérapie, c'était juste parce que j'étais jeune. Juste parce que je suis jeune, on va vous donner de la chimiothérapie. Donc pour moi, c'était en plus un truc qui n'était pas forcément indispensable. Et comme le cheveu, c'est la mort de la cellule saine, au final, je me dis, quelles autres cellules sont en train de mourir parce qu'on me donne une chose qui n'est pas indispensable. Et donc après, tu as le teint qui pâlit, tu as les ongles qui se noircissent, tu vois tout ça. Et je me dis, est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire? Et du coup, j'avais toutes ces questions choses en plus dans la tête et on voit son corps...
vraiment s'évanouir un petit peu, nous échapper. Et du coup, il y avait avec la réalité des cheveux qui tombent, c'est tout ça qui commence parce à qu'on rentrer, parle quoi. des cheveux, il y a aussi, comme on le sait, les cils et les sourcils qui font aussi, c'est vrai qu'on a toutes après limite le même regard, en fait, qui est très creusé. Exactement. Est-ce que du coup, tu avais une petite astuce maquillage, tu utilisais quelque chose ou Pas du tout. Alors moi, j'ai décidé de pas me maquiller pendant toutes mes chimiothérapies. Je me suis maquillée que quand j'allais au travail, mais sinon en chimio, j'y allais pas du tout. Parce que je voulais être le plus saine possible. En fait, ça c'était un choix personnel. D'accord. Et je le précise, je ne suis pas docteur, c'est un choix personnel. J'ai décidé de jeûner pendant mes chimiothérapies. C'est quelque chose que j'aborde dans mon livre, Le Guide du cancer du sein, où je parle longuement du jeûne parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. D'accord. Et c'était un choix très personnel. Et en fait, à partir du moment où je jeûnais, donc il y a le côté alimentaire du jeûne, mais pour moi, ça allait au-delà de l'alimentation, ça allait vraiment sur tout ce que je mettais sur mon corps, justement, pour donner la chance vraiment d'évacuer toutes ces chimiothérapies. Donc, j'avais décidé de plus me maquiller, je mettais pas de vernis et je regardais pas la télé, j'utilisais plus mon téléphone. Ah oui, tu te mettais en condition. J'étais en condition du direct. Quoi. On est dans le truc. Donc, j'ai pas mis on va en chimio, je me mets en condition. Voilà. OK. C'était vraiment les événements exceptionnels, comme j'ai eu un mariage, par exemple, pendant le jour d'après une chimio. Donc là, je me suis maquillée. À la dernière chimio, là, je me suis maquillée, mais sinon, pendant, je me maquillais pas. D'accord. Toi, donc, tu es dans le make-up. Complètement opposé complet. Donc, toi, j'imagine que tu te maquillais. Ah, mais les chimos, je débarquais pimpée comme jamais. Alors toi, c'était le rendez-vous. Je débarquais le rendez-vous du mois. Ah, avec fossiles et tout. Alors, pas tout le temps, mais les premières, je débarquais pimpée comme jamais. Ouais. J'avais envie. C'était un petit peu, j'avais l'impression de faire un pied de nez au cancer en disant c'est pas parce que j'ai un cancer et c'est pas parce que je vais passer quelques heures à être branchée et à avoir de la chimio que j'ai envie de laisser tomber une de mes passions et de pas avoir envie de me faire plaisir. Et moi, vraiment, me maquiller, ça reste un plaisir. Et ça restait un plaisir pendant mes traitements. J'avais l'impression de me donner plus de force. Oui, tu te préparais à aller au combat. Enfin, toi, c'était ta façon de te préparer. C'est ça. Et vraiment, je me suis amusée avec mon nouveau look. En fait, ce côté, j'ai plus de cheveux. J'avais l'impression que je pouvais oser encore plus certains maquillages et que ça donnait toute une autre dimension à mes looks maquillage. Après, je l'ai pas tout le temps fait. Sur la fin de mes Taxol, je sentais vraiment que la fatigue s'installait de plus en plus. Et j'avais plus envie. Peut-être que sur les 4-5 dernières Taxol, je me maquillais plus, je m'habillais même plus. Enfin, j'étais vraiment en mode jogging à fond, mais j'étais pas pour autant mal dans ma peau. C'est ça que c'était. Non, c'était le confort que tu avais choisi et que tu n'avais pas envie. Voilà, je me sentais mieux comme ça. Par contre, les radiothérapies, alors là, j'ai vraiment exagéré en termes de maquillage. Ah ouais. En fait, les radiothérapies, je me suis dit, bon, t'as 33 séances de radiothérapie, qu'est-ce qui pourrait rendre les choses un petit peu plus fun et qu'est-ce qui pourrait me donner un objectif quotidien? Et en fait, tous les jours, j'avais joué en plus sur mon compte Instagram, tous les jours, je tirais au sort une couleur. Et je partageais cette couleur en story et je disais, aujourd'hui, je vais me faire un maquillage de cette couleur. Et c'était des maquillages très souvent qui frôlait l'artistique. Ouais, je m'en souviens. Et c'était un challenge 33, je sais plus comment j'avais appelé ça. Et il y avait plusieurs personnes qui me suivaient, qui jouaient le jeu en même temps, donc c'était assez rigolo, mais je débarquais en radiothérapie avec des strass, avec des paillettes, Génial. avec des fossiles jusque-là, et tous les jours, du coup, le corps médical était là. Alors, c'est quelle couleur aujourd'hui? Ils sont prêtés au jeu. C'était sympa. Alors, pareil, sur les 33 séances, j'ai dû sauter quelques jours quand vraiment je me sentais pas en forme, mais ça me faisait plaisir. Ouais, c'était un jeu pour toi. Enfin, c'était une façon de rendre la radiothérapie un peu plus sympa. Exactement. Du coup, on a bien compris que vous aviez un protocole différent. Est-ce que vous avez en tout cas des astuces pour les pinkettes qui nous écoutent, que ça soit des filles qui aiment le maquillage ou non? Est-ce qu'il y a des petites astuces perso que vous pouvez leur donner par rapport à la féminité, toujours pour soit garder sa féminité, soit comment en fait s'accepter avec cette nouvelle féminité? Moi, je dirais, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui te fait du bien, en fait. Se questionner sur qu'est-ce qui te fait du bien.
Qu'est-ce qui, même avant de tomber malade, parce que je dis toujours qu'on ne perd pas sa personnalité parce qu'on est malade, ça c'est important de le savoir, donc de ne pas s'oublier dans sa maladie et se demander qu'est-ce qui se fait du bien et de se mettre à son avantage. Donc moi, c'était ne pas me maquiller et d'aller à la chimio comme ça. Fanny mettait du maquillage, donc grand bien lui fasse. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment... je prenais l'opportunité d'apprendre à mieux me connaître et vraiment de rester qui j'avais envie d'être à ce moment-là. Donc je pense que c'était peut-être ça mon petit réconfort, on va dire. Ouais, ta petite astuce, ça serait de rester qui on est en fait. Ouais, de rester qui on est, mais parfois en fait j'ai l'impression qu'on ne sait même pas qui on est avant de tomber malade et qu'on le découvre pendant la maladie et de vraiment prendre ce temps-là pour réfléchir en fait au-delà des attentes qu'on pense que les gens ont de nous, de se dire pour nous vraiment qu'est-ce qu'on veut faire pour nous à ce moment-là et d'y aller comme ça, quoi. À bien des égards, je suis totalement d'accord avec ça. Oui, voilà, c'était sûr. Non, mais voilà, je pense qu'on n'a pas eu le même protocole, mais je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on est alignés. J'ai la sensation aussi que le cancer m'a permis de révéler vraiment qui je suis et d'assumer pleinement qui je suis. Et effectivement, je trouve qu'il n'y a pas un conseil beauté ou make-up ou quoi bien défini. Le but, c'est de se sentir en confort, bien, de faire des choses qui nous font plaisir. Si notre objectif, c'est de se sentir peut-être pimpé ou maquillé ou bien habillé pour aller faire ses traitements, faisons ça. Mais si à l'inverse, on a envie de mettre toutes ses chances de son côté pour être... la plus clean entre guillemets possible, faire des détox, des jeûnes, etc. Enfin, je pense vraiment qu'il faut suivre son envie. Parfois, les conseils qu'on peut nous donner dans tous les sens, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a des choses même qui rentrent en contradiction. Enfin, des choses qu'on nous déconseille de faire et pourtant qu'on a envie de faire et on se dit si je le fais, est-ce que je me tire une balle dans le pied? Est-ce que ça veut dire que les traitements vont moins fonctionner? Je pense quand même que même si c'est important d'écouter le corps médical, c'est bien aussi de s'écouter soi et de chercher à la fois le bien-être, à la fois le plaisir. Et puis on est toutes différentes. Oui, bien sûr. On est toutes différentes, donc forcément, il y en a, il y a des choses qui vont faire plaisir à l'une et pas à l'autre. On le voit bien, là pour les séances par exemple de chimio. Et je pense que vous avez entièrement raison en disant il faut s'écouter. Et c'est pas parce qu'on va voir peut-être plein de personnes porter des perruques qu'il faut porter une perruque si on s'en sent pas. En Exactement. tout cas. C'est comme le sujet de l'alopécie. Moi, pour le coup, j'ai mon association dont le but est de permettre aux personnes d'assumer leur crâne nu. Mais pour autant, si quelqu'un n'a pas envie de se dévoiler crâne nu et estime qu'elle se sent plus à l'aise avec un foulard ou avec une perruque, qu'elle fasse ça. On n'est pas tous et toutes obligés de se sentir à l'aise en public, le crâne à l'air. Bien sûr. L'idée, c'est d'être... de s'écouter, bien. Ouais. Voilà, d'être bien avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ressent et de pas se forcer à faire les choses parce que... oui, déjà, on va en traitement. C'est mieux. Oui. C'est pas toujours facile. Donc d'y aller le plus naturellement possible et de se sentir bien. C'est votre conseil. Tout à fait. Oui. Souvent, en traitement, on a des examens très réguliers qui sont encore plus réguliers. S'il y a des complications, on montre nos seins peut-être à plus de 12 personnes différentes. Ouais. Chaque semaine. Ouais. Et on est limite en fait naturiste au bout de 6 mois de traitement. Donc la question, c'était comment vous l'avez vécu ? Ouais, c'est ça en fait. C'est le corps ne nous appartient plus très rapidement. Moi, je l'ai bien et mal vécu à la fois, ou dans le sens où je l'ai bien vécu parce que je me suis dit ils sont là pour te soigner, et dans le sens où je l'ai mal vécu parce qu'au bout d'un moment tu te sens vraiment violé, quoi. Enfin vraiment, pour moi ça a été ça le mot, où ton corps n'est clairement plus ton corps et tu es un numéro qui vient te faire soigner. Et ça a été une réalisation assez violente pour moi dès le début, déjà quand on m'a mis cette prothèse dont je parlais, qui ne me ressemblait pas du tout, où là je me suis dit clairement... Et ils t'ont mis une prothèse, donc c'était là une prothèse taillée, mais parce que du coup c'était ce qu'ils pensaient le mieux par rapport à ton autre sein. C'était ce qu'ils pensaient le mieux par rapport à mon autre sein, sauf que mon sein qui fait un taille-D, il est beau quand il est dans un soutien-gorge, mais quand il est pas dans un soutien-gorge, du coup ça va pas du tout. Et après, je crois que c'était 2 semaines après ma reconstruction, j'ai fait une infection.
Et j'étais en train de dîner avec des amis. Et je leur ai dit, écoutez, je me sens pas bien du tout. J'avais chaud. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on était à côté, je crois que c'est l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et je leur ai dit, il faut que j'aille aux urgences. Je me sens pas bien. Et donc, on arrive aux urgences un dimanche. Il était peut-être 21h ou 22h, quelque chose comme ça. Et là, les urgences me prennent. Et donc, il y a un médecin homme qui arrive et puis qui regarde. Et puis déjà, il me dit, ah oui, c'est un obus, votre truc. Merci. Super. Bon, Ouais. ok, d'accord, donc voilà. Et puis il me dit, attendez, je reviens. Et c'était un dimanche soir, voilà, donc à mon avis, ils n'avaient rien à faire. Et puis ils se sont dit, un cas que mes internes ont besoin de voir. Et donc là, j'étais allongée sur une table qui n'est pas une table qui était un petit peu en biais, comme ça, c'était vraiment une table horizontale. Ouais, t'étais complètement C'était une allongée. table. Ouais, d'accord. Et donc, j'étais allongée comme ça. Et je pense qu'ils étaient 5 ou 6 au-dessus de moi, donc vraiment au-dessus de moi, à regarder ma poitrine. Vraiment la table d'abattoir. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était 2 semaines après mon infection, ma mastectomie. Donc toi, déjà, tu as un peu le temps de te Oui. réapproprier ton corps. Déjà, il faut du temps. Et là, ok. Exactement. Et du coup, ils me regardent et tout. Et puis ils sont tous là et ils me disent ah, mais non, mais de toute façon, on peut rien faire. Autant que vous alliez demain à Curie, ils pourront regarder pour vous. En plus. Et donc, je me dis, en fait, eux, ils sont juste venus en mode voyeuriste, mais ils avaient juste rien à foutre de me soigner ou quoi, ou qu'est-ce. Et c'est là, en fait, où je me suis vraiment rendu compte que à partir d'aujourd'hui, ton corps n'est plus ton corps. Et ça a été la chose que j'ai traîné avec moi jusqu'à la reconstruction qui s'est faite physiquement et psychologiquement, bien sûr. Ouais. Et du coup, tu as toujours ta prothèse ? Non, j'ai plus ma prothèse parce que après la radiothérapie qu'ils ont fait, qui a été faite sur ma prothèse, j'ai eu une grosse lymphocèle qui avec un sein qui a doublé de volume, donc qui était déjà très volumineux. Donc là, je vous laisse deviner. Et en fait, la peau n'a pas tenu. La peau s'est ouverte. Je pouvais toucher la prothèse avec mon sein. Ma prothèse est tombée et j'ai dû être réhospitalisée d'urgence pour enlever la prothèse et refermer le sein avec vraiment pratiquement plus de peau sur. Donc là, sur renouveau, remontrer, voilà. Exactement. Donc ça fait beaucoup de choses en fait psychologiquement, mais limite quand la prothèse elle est tombée, en fait, j'étais déjà tellement plus dans mon corps, c'est-à-dire j'étais plus personne dans ce corps. J'étais l'enveloppe. Je me traînais une enveloppe et moi j'étais à l'extérieur du corps. Oui. Donc je marche avec ce corps parce que c'est mon corps, mais mon cerveau n'est plus dedans. Et du coup, je l'emmène faire des trucs, je l'emmène vivre sa vie, je l'emmène aux rendez-vous médicaux. C'est-à-dire que mon cerveau est hors de ce corps. J'étais vraiment dissociée. Ouais. Et quand tout ça se passait, cette lymphocèle et tout ça, moi, j'étais là et tout, je dis oui, non, mais regardez, hop, je mets ma main dans ce sein et tout. Et puis, tout le monde est choqué, quoi. Et moi, j'étais en fait vraiment déconnectée de ce truc. Et c'est après, du coup, quand j'ai commencé à penser à la reconstruction, que là, j'ai commencé à me reconnecter à mon corps. Mais sinon, il n'y avait pas du tout on n'avait plus du tout aucun lien l'un à l'autre. Et tu penses que tu t'es dissocié par sécurité parce que du coup, voilà, à cause de montrer tout le temps ses seins au corps médical, au bout d'un moment, on en a marre et que du coup, tu t'es dissocié pour te protéger ? Ouais, je pense que je me suis dissociée. Je suis quelqu'un de très pragmatique de toute façon, donc moi c'était vraiment faites ce que vous avez à faire. Je me suis dissociée de cette façon-là parce que je pense que c'était la seule chose qu'il y avait à faire à ce moment-là, en fait, ne pas ressentir et accepter que pour l'instant t'es dans le dur des traitements et après on verra, mais jusqu'à temps qu'on te dise en fait tu n'as plus besoin de venir à l'hôpital. En gros t'as pas ton mot à dire dedans. Et c'était ma réalité. Je me sentais, j'ai pas tant partagé que ça, même si j'étais proche de ma famille et de mes amis. Je me sentais pas, on va dire, de se plaindre, de dire ah oui, il y avait 4 docteurs. Après on va dire oui, mais ils sont là pour te soigner. Eux ils te voient pas. Oui, tu osais même ça. pas. Non, du coup eux ils te voient pas comme ça. Les docteurs ils te voient comme quelqu'un qui vient soigner, mais toi tu vas pas te plaindre puisqu'on est là pour te soigner de toute façon. Donc moi je me suis protégée, on va dire, de cette façon-là. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après, par exemple, j'avais perdu toutes les sensations dans mon sein gauche. J'avais plus du tout de sensations, alors qu'on l'avait jamais touché à ce moment-là. C'est-à-dire que et ça a toujours été une zone érogène pour moi, les seins. Mais là, vraiment, on pouvait toucher. Et c'est ton sein qui n'a rien eu, en fait. Exactement. Donc, j'avais plus du tout de sensations parce que j'étais complètement déconnectée du corps comme outil de vie. C'est fou.
C'est fou que même là, au niveau du ressenti touché, il y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus rien du tout. Ouais, c'était vraiment juste complet, une enveloppe qu'on est parti réparer. Quoi. Ouais, en sécurité, je me reconnecterai quand tout sera fini. Ouais, c'était la façon dont je l'ai vécu. Et puis, il y a vraiment trop de monde, en fait, qui nous voit. Au bout d'un moment, on n'est plus nous, les portes sont ouvertes, limite, il y a les gens qui passent dans le couloir. Oui. Voilà. Je me souviens d'un moment où je me suis dit, maintenant, je vais peut-être trouver une tenue, vraiment ma tenue de rendez-vous, en fait. Et du coup, j'ai commencé à mettre une robe qui était très dos nu derrière et qui était très longue en bas. Et en fait, je me suis dit, si je suis en rendez-vous médical, j'ai juste à ouvrir ma robe, comme ça, en haut. Et puis, si je dois faire un examen gynécologique, j'ai juste à monter le bas, mais j'ai même pas enlevé les chaussures parce que c'était des chaussures des espèces de bottes où je peux juste enfiler. J'ai juste à monter comme ça, donc j'ai même pas besoin d'aller derrière. Non, il y a pas de. Ouais, t'avais trouvé une astuce. J'avais trouvé mon astuce. Il y a quelqu'un qui rentre dans il y a pas de souci, je peux tout de suite remettre le truc en fait. Et j'étais arrivée à ce degré en fait d'essayer de se protéger tout en étant dans le truc médical quoi. Donc, mais bonne astuce pour la robe. Oui. Et qui peut être à double tranchant parce que moi, ça m'est arrivé un été, j'avais une petite robe et on m'a demandé d'enlever le haut et là, je me suis retrouvée quand même en slip et là, je me suis dit, ah oui, non, mais là, en fait, j'aurais pas du tout dû mettre cette tenue parce que en plus d'être seins nus, je suis en slip devant les médecins. Donc mais fallait la garder en bas. Et oui, mais après, j'ai pensé qu'après parce que du coup, je dis, pourquoi je l'ai pas mis en bas? Et en fait, comme quoi, on se fait on se triture le cerveau sur la tenue. Des stratégies. Des stratégies, exactement. Un peu plus. C'est fatigant, en fait. On a c'est fatigant et on a autre chose à penser. Ouais. C'était pareil pour toi, tu trouvais des stratégies de tenue, je pense que je me rendais compte surtout de mes erreurs de choix de tenue. Voilà. Moi avec ma robe, voilà. Le même délire qu'avec la robe. Et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Donc comme quoi, même des mois et des mois et des mois après la fin des traitements, je fais quand même des erreurs. J'ai eu mes examens de contrôle la semaine dernière. Et je devais faire une écho mammaire et une écho abdominopelvienne. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de mettre une robe pull. Donc robe pull, je peux même pas la descendre au niveau de ma taille. Donc je me suis retrouvée alors j'avais mes collants, mais des collants transparents, en string collant, à me balader dans les couloirs de l'écho avec mes mains sur mes seins et limite à passer dans la salle d'attente. Bon, bien sûr, je me suis rhabillée quand même rapidement, mais ouais, je me suis retrouvée en collant et string alors que finalement, il n'y avait pas besoin. Comme quoi, voilà. Comme quoi, on fait toujours des erreurs de stratégie. Mais non, pendant mes traitements, moi, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que j'étais déconnectée de mon corps. Parce que sur les 6 à 9 premiers mois, je dirais, jusqu'à mon opération, j'étais vraiment dans la résilience complète de ce qui m'arrivait. Et en gros, j'étais dans l'observation. J'acceptais tout ce qu'on me demandait sans même me demander si c'était correct la façon dont on me touchait ou la façon dont on me demandait de me déshabiller ou la façon que certaines personnes du corps médical avaient de me considérer. Parce que parfois, c'est vrai qu'ils sont plusieurs dans la salle et que, je sais pas, t'es torse nu devant eux et eux, ils sont en train de taper la discute. D'un numéro, comme tu disais, voilà. ou de parler comme si de rien n'était. Oui. Ouais, alors que toi, t'attends. Voilà, t'es juste à poil devant eux et eux, ils se disent, faudra qu'on parle de Madame Michu qui passe tout à l'heure. Oui. En attendant, Madame Michu, vous avez... Je fais quoi, moi? Je suis à poil devant vous et j'attends qu'on me palpe ou autre. Mais je m'en rendais pas compte. C'est avec le recul que je me suis dit, mais ce moment-là, au final, c'était pas vraiment très correct. Et je pense que ça a commencé à faire son chemin dans mon esprit après mon opération. Déjà, je me souviens d'un épisode peu de temps après mon opération, donc j'avais encore mes petits pansements au niveau... Parce que moi, j'ai eu une tumorectomie. Donc, j'ai été ouverte au niveau latéral gauche de mon sein et on m'a enlevé mon téton pour le remettre. D'accord. Donc, au final, quand je me suis réveillée de l'opération, j'avais... comment ça s'appelle, les tout petits pansements là ? Oui, les petits strips. Oui, c'est ça. Strips. Oui, les strips. Voilà, j'avais des strips tout autour de mon téton et sur le côté. Donc parce qu'ils ont découpé tout le mamelon, en fait. Exactement. On ne pouvait pas rater ça. Enfin, je veux dire, c'était très visible que je venais de me faire opérer. Et j'ai passé un examen, il me semble que c'était un IRM, pour passer... Je ne sais plus pourquoi, j'ai la mémoire qui part un peu en vrille.
La chimiothérapie. Oui, La ça, on la chimiothérapie. remercie. Voilà, on est tous pareils, ne t'inquiète pas. Exactement. Et en fait, je me souviens, donc déjà, comme d'habitude, plusieurs personnes dans la salle, des hommes, des femmes, tout le monde. Déjà, il y avait un geste qui m'a toujours un petit peu choquée, mais encore plus à partir de ce moment-là, c'est que on te pique pour l'IRM, on te met une blouse, et avant de te faire passer à l'IRM, t'as un mec qui arrive vers toi, qui a une paire de ciseaux et qui vient couper ta blouse en plein milieu. Oui, pour que tu passes dans la machine à laver. Ce geste-là, la première fois qu'on l'a fait, je l'ai trouvé presque drôle parce que j'étais vraiment dans un délire d'observation de ce qui parce que c'est m'arrivait. nouveau. Je faisais confiance. Mais à force de me le faire, je me dis, mais t'as quand même une façon un petit peu plus douce de faire ça, un petit peu plus correcte, d'arriver, de dire... Il n'y a pas le temps. Voilà. Pas Mais- le temps de Ouais, mais au quand moins même des assez blouses à choquant. pression ou des choses, voilà. Oui, Des choses ou de qui peuvent- dire, excusez-moi, Est-ce que vous c'est pouvez un enlever peu, vos pressions ou est-ce c'est que- un peu original, mais je vais venir découper votre blouse. Non, là, le mec arrivait vers moi, prenait sa paire de ciseaux et venait me découper ma blouse, donc je me retrouvais avec les seins face à lui. Et c'est après mon opération que j'ai commencé à me rendre compte que tu peux me demander ou tu peux m'annoncer ce que tu vas faire. Donc déjà, il y avait eu ça. Je m'allonge sur la table et il y a un deuxième médecin qui arrive, ou infirmier, je sais plus, qui regarde mes seins et qui me dit « Bon, du coup, c'est quel côté ?» Alors déjà, d'une, t'es censé avoir mon dossier. Oui, c'est ça qui est pas très rassurant. Oui. Et de deux, je viens de me faire opérer, j'ai des strips dans tous les sens du côté gauche. Oui. Alors, je sais, peut-être que cette question peut être vue de façon bienveillante. Moi, je l'ai pas du tout pris comme ça. J'ai été très vexée de sa question, en fait. Et je lui ai même répondu très froidement. Je lui ai dit, ça se voit. Et je sais pas si j'ai répondu de façon un petit peu trop violente par rapport à la question, mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que je commençais à en avoir marre d'être un petit peu trop... ou du moins pas assez considérée. Voilà. Oui. Pas assez considérée. Ouais, je pense que c'est ça le mot, c'est Ouais. un manque de considération. Exactement. Ouais. Où tu te rends compte que les mecs, t'es à moitié à poil devant eux, soit ils continuent à parler de leur week-end, soit ils viennent t'ouvrir la blouse sans te prévenir, soit ils viennent te demander où est-ce que t'as été opéré alors que t'es censé avoir mon dossier, soit ils te palpent les seins à plusieurs et plein de petits détails où on va pas te demander la permission de poser les mains sur toi, où on va te dire peut-être des mots qui pour eux font partie du jargon médical et font partie du protocole, mais pour nous vont résonner très longtemps derrière, qui peuvent être un petit peu violents. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte, comme Cynthia, que effectivement je commençais à ne plus avoir... j'avais plus la priorité sur mon corps, en fait. C'était, dès que j'entrais dans l'hôpital, c'était pas mon corps. C'était à eux de gérer mon corps. J'avais aussi des choses dans ma vie privée qui faisaient que j'étais de plus en plus dissociée de mon corps et que moi, j'ai fait du vaginisme pendant plus d'1 an. Donc, je sentais que mon corps était complètement fermé à d'autres formes de contact avec d'autres personnes dans l'intimité. Et puis, c'est à la fin de ma radiothérapie où j'ai plongé dans une dépression qui n'était pas uniquement liée à mon lien avec le corps, qui était liée à tout mon parcours pendant lequel je suis restée assez positive, dynamique, digne. Et je pense que c'était le gros contre-coup de cette attitude, mais où je me suis rendu compte que j'avais un besoin de retrouver mon corps, de retrouver certaines sensations, de retrouver ma propre propriété, en fait. Oui. De redevenir la propriétaire de mon corps et de me reconnecter à lui. Et dans un sens aussi je sais pas, j'avais l'impression que j'avais besoin d'être beaucoup plus dans la bienveillance et la gratitude à son égard, alors que pendant plusieurs mois, je le confiais à d'autres personnes. C'était plus... presque mon corps n'était plus ma responsabilité, je le confiais à d'autres personnes. Et là, j'ai eu ce besoin de me reconnecter à lui. Voilà. Ouais, c'est beau toutes les deux. Voilà, c'est vraiment se dissocier de son corps à un moment donné parce que je pense c'est aussi parce qu'on n'a pas trop le choix.
Parce Non. qu'on sait que voilà, les examens, ils sont super importants. Et pareil, tu parlais de la radiothérapie. C'est pareil, en radiothérapie, on y va quand même tous les jours, Oui. toutes les semaines. Et la radiothérapie, c'est vrai que pendant 33 séances d'affilée, où là vraiment, j'avais, je sais pas toi Cynthia, mais j'avais cette sensation de bout de viande. Parce que la radiothérapie, en plus, faut être dans une certaine position. Oui. Tu dois pas Tout à bouger, et c'est les gens qui te déplacent, qui placent ton bras, qui exactement. placent ton sein comme ça, qui te décalent d'1 centimètre, et toi, tu dois pas bouger. Et vraiment, j'avais cette image de bout de viande qu'on manipule sur une table avant d'être découpé. C'est horrible, on me découpait pas, bien Non, sûr, mais, mais Non, mais ça se c'est- comprend. c'est ça. Et moi, j'ai pas mal d'amis dans le médical et il y en a beaucoup qui me disaient non, mais t'inquiète pas, hein, nous les docteurs, de toute façon, on vous voit pas comme ça. Hein. On vous voit pas nu. Donc ça déshumanise Oui. encore plus. Et moi, ça m'était resté dans le sens où je me dis bon, en fait, de toute façon, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc vraiment, reste à ta place. Ta place, c'est de leur montrer ton corps et après, on verra en fait. Et pendant la radiothérapie, moi, c'est vraiment tout ce que je me disais. Et je me souviens, moi, j'habitais à 5 minutes à pied de Curie Paris, donc j'avais demandé les séances de radiothérapie tous les matins. Et j'y allais le matin. Enfin, j'étais vraiment pas préparée. Enfin, vraiment en pire que pas maquillée, comme je disais. Et j'y allais et j'étais vraiment en mode robot, quoi. C'était pilote automatique, j'arrive, je suis la première, on te met sur le truc, on te manipule et tu ressors. Et après, je restais à la maison toute la journée. Et le lendemain, et rebelote. Et en fait, j'étais vraiment enfermée dans cette partie-là du traitement où je me dis, en fait, c'est bientôt la fin. Continue à leur donner ton corps et après, tu reviendras et après, ça ira. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est la radiothérapie que j'ai trouvé dure parce que, comme tu dis, on te recale. Non, mettez plus votre bras à gauche. Non, à droite, montez-le. Attendez, on va vous décaler. Et en fait, on te touche, on te décale constamment. Et tu sais que, en fait, ils n'ont pas le choix parce que c'est aussi pour que ça fonctionne correctement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de se faire toucher comme ça tout le temps par différentes personnes en plus. Hein. Mais on ne se rend pas forcément compte du traumatisme que ça installe petit à petit parce que pendant le processus, on est dans le don de soi, dans l'acceptation, dans le fait de se dire j'ai pas le choix de toute façon. Personnellement, c'est vraiment après que je me suis rendu compte tous les dégâts que ça faisait psychologiquement et le temps que ça pouvait mettre à revenir pour pouvoir vraiment retrouver cette connexion, quoi. Arrêter d'être dépossédé complètement de son corps et de voir son corps uniquement comme une enveloppe. Ça met du temps. Ça met du temps pour en prendre conscience et ça met du temps ensuite à vraiment essayer de revenir. Mais parce qu'il y a aussi déjà l'annonce, les traitements et en plus, du coup, la manipulation du corps. Enfin, on parlait tout à l'heure de la féminité. Enfin, ça fait un gros mélange quand même. Hein, donc, c'est normal qu'on mette un petit peu de temps à revenir. Et des fois, on considère même son corps un peu comme un ennemi, un cancer dedans. Alors que c'est un allié, voilà, c'est différent chez chacune, mais des fois, on peut être dissocié aussi parce qu'on est un peu en colère, je pense, contre lui. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Moi, je l'ai pas vécu au début comme de la colère, mais plutôt comme une injustice, en fait. Moi, j'avais 31 ans, je prenais soin de moi, je buvais de l'alcool, mais voilà, j'ai jamais fumé, j'ai toujours fait du sport, j'étais la nana depuis que je suis jeune, je fais déjà mes propres trucs naturels, j'étais très, très passionnée voilà, par le bio, par découvrir des nouvelles recettes et tout ça, donc je mangeais déjà bien. Et dans mon entourage, j'étais la dernière personne qui pouvait avoir un cancer. Et on me l'a dit d'ailleurs. Donc, si une de personnes de votre entourage est comme moi, ne lui dites pas c'est marrant que ça tombe sur toi, t'es vraiment la plus saine d'entre nous. Non, non, ne lui dites pas. Donc ça, c'était pas facile à entendre. Mais au-delà de ça, du coup, moi, je l'ai vécu comme une injustice dans le sens où tu fais bien les choses. Et au final, t'es quand même malade. Et ça, c'est pas juste, tu vois. Ça, c'est pas juste et c'est pas normal. Et après, il m'a fallu du temps pour comprendre que, ok, c'est pas juste, mais si t'avais mal fait les choses avant et que t'étais tombé malade, ça se trouve, t'aurais plus de mal à te remettre de ton traitement. Ça se trouve, tu ne serais pas remis de ta maladie. Et au final, j'ai quand même bien vécu, on va dire, ma chimiothérapie où voilà, j'ai travaillé, j'étais en bonne santé, je faisais en bonne santé.
Oui. On comprend, oui, mais oui. je faisais C'était pas. Oui, voilà, c'était quand j'étais même. pas fatiguée, je faisais du sport, j'ai bien vécu, voilà, j'ai eu une infection, mais je me suis remise rapidement et je pense que mon corps était en condition pour recevoir, en tout cas, la violence des traitements en tant que tel. Et c'est dans ce travail, en fait, c'est ce travail de réappropriation que j'ai fait après, et du coup, qui m'a aidé à avancer. Donc, j'avais jamais cette colère, mais plutôt une injustice. Ouais, c'était injuste parce que tu avais tout fait pour pas que ça arrive. Ouais, quoi. voilà, c'est Ok. ça. Ça va? Tu veux rajouter un truc? Alors, oui. Moi, je pense que j'ai ressenti ni colère ni injustice vis-à-vis de mon corps. Je le voyais pas comme un ennemi ou je ne lui en voulais pas de m'amener ce cancer, parce que je ne voyais pas mon corps comme le vecteur de ce cancer. J'avais plutôt l'impression que c'était peut-être une alerte, qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie. Après, c'est ma façon de voir les choses par rapport à mon expérience, par rapport à mon cancer. Mais le fait d'associer du sens à ce cancer dès le diagnostic, je pense, m'a aidé ensuite à mieux appréhender chaque étape et à mieux le vivre. Mais j'avais l'impression que ce cancer, c'était plutôt un signal d'alarme qui était là pour m'avertir que peut-être que depuis quelques mois, quelques années, je ne m'écoutais pas assez d'un point de vue plus émotionnel. L'univers t'envoyait un petit message, reconnecte-toi. Et C'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Moi, c'est vrai que j'ai moins exploré le côté mode de vie, vie saine, alimentation, etc. parce que j'ai jamais particulièrement été en mauvaise santé, mais j'étais pas non plus dans une grande forme. Mais je me disais plutôt, ce cancer est là pour une raison particulière et je vais faire en sorte d'écouter le message et de se reconnecter. Oui, ok. D'ailleurs, vous les filles, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit j'en ai marre j'en ai marre et je veux retrouver mon corps? Ouais, il y a un moment où je me suis dit je me sens bien et je pense que je peux commencer ce travail de retour vers mon corps. Et paradoxalement, c'est quand j'ai eu cette prothèse qui a été enlevée. Ou pas, d'ailleurs, pas paradoxalement, ou pas, parce que cette prothèse, j'ai toujours senti qu'elle ne faisait pas partie de moi. Et à partir du moment où on me l'a enlevée, j'ai été libérée. Ouais, c'est vraiment, ouais. J'ai été libérée physiquement et psychologiquement parce que c'était trop lourd, c'était pas moi, ça n'allait pas avec mon physique. Ça me faisait mal, j'avais des douleurs et je dis toujours que dans la maladie, le plus difficile, c'est la douleur à supporter. Vraiment, et je suis pas une chochotte, mais vraiment, c'était pas agréable tous les jours. Et quand on m'a en fait enlevé la prothèse, bah déjà, j'ai commencé petit à petit à réussir à me re-regarder nue. Chose que je ne faisais plus du tout avec cette prothèse parce que du coup, j'avais les deux seins complètement différents. Donc là, je commençais un peu à retrouver mon sein gauche, on va dire. La cicatrice, même si elle était grosse, je me sentais tellement bien physiquement en fait que c'était moins grave que ce que c'était vraiment. Et petit à petit, je me suis dit, OK, on va commencer à essayer de se réapproprier. Donc, j'avais commencé le yoga. Pendant mon traitement, c'est là que j'ai commencé le yoga. J'ai commencé à sentir que je pouvais faire des choses que je ne pensais pas possibles du tout avant. Quand j'ai eu cette infection sur le côté droit, en fait, on m'avait dit que je pourrais plus forcément bouger mon bras droit comme avant à 100%, que je pourrais plus porter de charge lourde, que j'aurais toujours des douleurs, que j'aurais peut-être toujours ces problèmes de nerfs là, les coups de jus là qu'on déteste, qu'on sent au bout des doigts. Voilà, que j'aurais tout le temps et tout ça. Et en fait, le yoga m'a permis de voir en fait que je pouvais être plus forte que ce qu'on m'avait dit. Je commençais à faire des positions que je savais même pas faire avant de tomber malade. Donc là, je me dis, attends, il y a un problème. Et je commence à faire l'équilibre. Donc, je disais tout à l'heure en off que c'est un de mes objectifs cette année de faire l'équilibre sur les mains, de tenir mon équilibre. C'est une des choses, en fait, qui m'a poussée. C'est parce que je voulais montrer que si je pouvais encore être forte malgré cette maladie-là. J'ai découvert plein de petites choses que je pouvais faire. Et la première, c'était les mantras. En tout cas, à travers la méditation d'abord, mais après les mantras. Et moi, j'ai gardé ce mantra avec moi que je fais plus aujourd'hui, mais que je le garde toujours, qui est dérivé du Ho'oponopono des Hawaïens, qui était de dire à mon corps je suis désolé, je t'aime, je te pardonne. Je suis désolé, je t'aime, je te pardonne, et merci.
D'accord. Donc de dire ça à mon corps et de le dire petit à petit. Donc d'abord, je me le disais habillée devant un miroir et après, je me le disais en touchant le corps, parce qu'il y a toujours ce truc où j'avais pas envie de toucher cette zone. Fallait s'auto-palper. Enfin, il y avait plein de trucs. Et donc, au fur et à mesure des mois, j'ai commencé à utiliser cette phrase dans différents moments, soit en sortant de la douche, soit quand j'allais pas bien, soit pendant une méditation, pour commencer à retrouver ce rapport au corps que j'avais perdu. Et un jour, j'étais à Amsterdam, je passais des entretiens pour un nouveau boulot. Et en fait, je me suis retrouvée toute nue devant un miroir. Et je me suis dit, je suis trop bien là. Ah, génial. Vraiment, j'étais là, ah oui, je suis trop bonne là. Mais j'avais qu'un sein, j'avais qu'un sein. Mais parce que tu te sentais bien. Et franchement, j'étais trop bien. Et je me suis dit, ok, là, on tient quelque chose. Et j'ai même hésité à me faire reconstruire. C'est-à-dire que je me suis dit que est-ce que ça vaut le coup de se faire reconstruire si je me sens de ressouffrir, voilà, exactement. Ouais. Si je me sens aussi bien et si j'avais pas trouvé le chirurgien que j'ai trouvé, je pense que je me serais pas faite reconstruire parce que je me sentais bien comme ça. J'avais trouvé des alternatives pour m'habiller. J'avais trouvé un couturier qui me faisait mes tenues. J'avais trouvé des belles robes à faire. Enfin, j'avais aucun problème sexuellement parlant. Du coup, tu te customisais des vêtements pour que ça puisse... Je me customisais des vêtements. Moi, c'était en 2016. 2017, du coup, il n'y avait pas toutes les choses qu'il y a aujourd'hui. Donc, je m'étais fait faire des hauts de maillot de bain Amazon, donc côté plat d'un côté et avec l'autre sein qui était de l'autre côté dans sa petite poche. Et tout allait très bien, en fait. Et je sortais comme ça, et je rencontrais des gens comme ça, et mon corps n'était plus un problème. Mais ça a été vraiment ce travail Et le petit déclic du chirurgien, c'est quoi, en fait? C'est que j'ai trouvé une personne qui me comprenait dans le chirurgien. C'est-à-dire que je voulais quelqu'un envers qui j'avais confiance, déjà. Et du coup, j'ai quand même fait 6 ou 7 chirurgiens avant de trouver la bonne personne. Mais c'est-à-dire que dès que je l'ai vu, tu savais et qu'on a fait le rendez-vous, j'ai su que c'était lui qui allait m'opérer. Et j'ai fait une opération lourde quand même, puisque c'est la reconstruction avec lembeau de cuisse. Qui prend du temps, qui est très douloureuse aussi physiquement. C'est pas une partie de plaisir. Donc, qui aussi donne une nouvelle cicatrice à la cuisse qui n'était pas là avant et qui était optionnelle, mais aujourd'hui qui est vraiment un choix que je regrette pas du tout et qui m'a permis d'harmoniser mon corps, de me réapproprier ce corps et de me dire ce choix-là, c'est moi qui l'ai fait pour moi. Et on l'a pas fait pour moi, comme ça a été le cas pour la première prothèse de mastectomie, où en fait on m'a mis quelque chose, un corps étranger qui n'était pas du tout moi et où on ne m'a pas écouté. Donc ce chirurgien, vraiment, ça a été vraiment une compréhension tout de suite de je comprends que vous faites du sport, donc on va pas prendre dans le dos parce que voilà. Il me posait des questions sur ma vie personnelle, sur mes hobbies, sur ce que j'avais envie de faire. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Enfin, des choses qu'on m'avait même pas du tout proposées avant. Donc il était à l'écoute. Et en plus, toi, tu avais eu le temps de cheminer sur ce que tu voulais et ce que tu voulais plus du coup. Exactement. Donc je pense que c'est ce qui a fait. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait que je me suis faite reconstruire. Sinon, j'y serais pas du tout allée. Mais ça, c'est un bon conseil aussi de peut-être prendre le temps pour. Donc, du coup, ça fait partie au fait, de se réapproprier son corps, c'est prendre le temps et s'écouter. Et si on le sent pas, c'est demander un autre rendez-vous et demander un autre avis. Donc, avoir confiance en son professionnel de santé et les mantras. Et les mantras. Ça, c'est le bon conseil que tu donnerais. Ouais, c'est important, je pense, parce que... et moi, j'étais même pas quelqu'un qui était dans tout ça. Je dis tout ça parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, le yoga, les énergies, les trucs, on n'y croit pas du tout. » Moi, je suis pas non plus trop énergie du tout aujourd'hui non plus, mais je pense qu'il y a vraiment une puissance à se dire les choses à voix haute. Parce qu'on peut faire du journaling et écrire, on peut écouter des choses, mais quand ça sort de notre voix et qu'on se le renvoie devant un miroir, je pense que c'est différent que quand ça reste bloqué dans nos têtes ou qu'on le lit uniquement sur un papier. Et je pense qu'il y a vraiment une puissance, parce que quand les mots sortent de notre bouche, il faut qu'ils soient vrais. C'est-à-dire qu'il faut que quand on se regarde, on ne se mente pas à nous-mêmes, parce qu'on va le savoir. Alors que quand tu te regardes et que tu regardes ton corps et que tu es nu et que tu te dis que tu t'aimes, tu te remercies, tu te pardonnes, là, tu vas te renvoyer cette image et là, tu vas te l'entendre et au fur et à mesure, tu vas commencer à le croire. Et le mantra, c'est ça. Le mantra, c'est juste une répétition de mots, les mêmes mots, incessamment, jusqu'à ce que tu te les appropries et qu'ils deviennent toi. Et ça, c'est une vérité. Donc, pour moi, ça a été
un des outils les plus puissants dans cette, dans cette de la même réappropriation. façon, finalement, qu'on a de rassurer ses amis aussi et d'être bienveillant avec ses amis. On va leur dire des choses qui peut-être, eux, ont du mal à croire, mais à force de leur dire, on va peut-être les aider à prendre confiance. Mais c'est ce genre de choses, on a du mal à se le dire à soi-même. Exactement. Et c'est vrai que le penser seulement, c'est, comme tu dis, c'est pas forcément suffisant, alors que l'entente de sa propre voix, c'est ça. Comme si on se prenait soi-même pour notre meilleur ami et qu'on voulait se rassurer soi-même et être bienveillant avec soi-même. Toi aussi, tu avais des petits mantras ou des petites astuces que tu utilisais pour te rassurer ou pour... Les mantras, c'est quelque chose qui m'intéresse de mettre en place, mais j'ai jamais vraiment encore pris le temps de le faire. J'ai fait l'écriture, le journaling, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'ai commencé à être en dépression. C'est un des outils qui m'a aidé à aller mieux. Après, moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours à reprendre confiance, à me réapproprier mon corps et à aller mieux, parce que cette dépression sur la fin des traitements a duré facile 3-4 mois et j'ai... En fait, c'est arrivé pendant que tu étais en radiothérapie, à la fin de ton radio, pendant que tu étais en radiothérapie. Pendant ma radiothérapie, j'ai senti que mon moral chutait vraiment bien comme il faut et j'ai pas forcément fait le lien que avec mon corps, que avec la réappropriation de mon corps. Je sentais simplement que j'étais complètement vidée de toute identité. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais, je ne savais plus... ce qui pouvait me faire envie, plaisir, je trouvais rien. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Ouais, t'étais perdue, ouais. Complètement perdue. J'avais plus aucun... J'arrivais même plus à dire aux gens que je les aimais. Enfin, c'était impossible. J'étais complètement vidée. Et j'ai essayé de mettre en place des choses pour aller mieux. Pas seulement en rapport avec mon corps, mais pour aller mieux tout court. Et je me suis rendu compte petit à petit que la reconnexion à mon corps faisait partie des choses qui me faisaient aller mal, finalement. Et donc, le journaling a fait partie des choses que j'ai mises en place. Le yoga, c'est une pratique que j'ai découverte à ce moment-là. En tout cas, que j'ai testée à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup aidée aussi parce que j'avais encore beaucoup de douleurs liées à la chimiothérapie qui restaient notamment dans les jambes, que j'ai toujours régulièrement aujourd'hui. Mais le yoga, du coup, m'aidait sur ces douleurs-là. Et ça me donnait l'impression aussi que je redonnais un petit peu de vie à mon corps. Qu'il était capable, que je le remettais en mouvement parce que finalement, je sais que plusieurs personnes restent en mouvement pendant les traitements. Moi, j'y arrivais pas. J'avais pas l'envie, je ressentais pas le besoin de le faire, alors que finalement, je pense que ça m'aurait aidé. Et ce qui m'a le plus aidé dans ma reprise de confiance et ma reconnexion à moi, à mon corps et à ma sensualité, parce que c'était pas que la reconnexion à mon corps que je cherchais, c'est la reconnexion à ma sensualité. Ma sensualité, ma sexualité que j'avais complètement perdue aussi pendant mes traitements. Alors que je me sentais très féminine, mais comme quoi on peut se sentir très féminine, mais ne plus se sentir sensuelle, désirable, ou même, j'avais même pas envie d'être désirable. Oui. J'étais complètement déconnectée de ça, mais j'avais envie de retrouver ça. Et je pense que tout ce que j'ai mis en place a beaucoup de rapport, pour le coup, avec l'art, parce que c'est la danse, la photo et le maquillage artistique par le biais de l'association et de mon activité qui m'ont aidée à me reconnecter à tout ça. Parce que la danse, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très longtemps, mais que j'ai complètement laissé de côté pendant mes traitements. Et donc tu faisais de la danse avant tes traitements, tu as appris que tu avais un cancer, tu as tout arrêté. En fait, j'avais arrêté un peu avant le cancer parce que je pratique surtout une danse de contact. C'est une danse de couple. Ça s'appelle la kizomba. Elle adore ça, Fanny. Regardez ses stories, elle est en train de faire la kizomba tous les 4 matins. Le pire cauchemar de Cynthia. Exact, je déteste qu'on me touche. Donc, non, après les cafards. Elle déteste les cafards et la kizomba. Exactement. Et j'aurais pu reprendre quand même la kizomba pendant le cancer, mais là, c'est posé un souci plus en rapport avec mon compagnon de l'époque. D'accord. Parce qu'on avait des soucis d'intimité
Et bien que je savais pertinemment que reprendre la kizomba allait m'aider à me reconnecter à mon corps, à ma sensualité, et donc m'aider dans ma vie intime, pour lui, c'était trop compliqué à concevoir que je pouvais retrouver ma sensualité au contact d'autres hommes. Alors que la kizomba, ce n'est que de la danse. Oui, voilà. Mais voilà, pour lui, c'était compliqué. Donc, je n'ai pas fait de kizomba pendant tous mes traitements. Et sur la fin, j'ai vraiment senti que c'était quelque chose de viscéral, que j'avais besoin de reprendre la danse. Et j'ai commencé par mettre en place avec mon professeur de kizomba de l'époque, Anaïs Milon. Pendant plusieurs semaines, on a mis en place des ateliers de danse avec tous les outils qu'elle a à sa disposition pour nous aider à nous reconnecter aussi bien à notre corps qu'à nos émotions, parce qu'on ne parle pas des émotions, mais je pense qu'il y a beaucoup de blocages émotionnels aussi qui se développent pendant la maladie. Et ces ateliers ont déjà été un gros premier pas pour moi pour recommencer à sentir mon corps, à refaire des mouvements que je faisais plus, à peut-être revoir mon corps comme un objet de sensualité et pas juste comme un objet d'étude qu'on manipule en radiothérapie, etc. Et puis petit à petit, quelques mois après, je me suis dit qu'il était temps de reprendre vraiment la kizomba. Donc la danse a été très très salvateur pour reprendre confiance en moi. Mais entre-temps, tu n'étais plus avec ton copain après. Alors j'ai recommencé... Pose-t-elle la question sans savoir la réponse Question très intéressante. Juste pour les auditeurs. Oui, bien sûr. On veut savoir. Sur le projet de groupe de femmes, où là, c'était des ateliers d'exercice et la mise en place d'une chorégraphie, là, j'étais toujours avec mon compagnon. Quand j'ai recommencé petit à petit la kizomba, on était toujours ensemble, mais il était pas très content. Enfin, voilà, Ah oui, c'était plus... Mais, et après, quelques semaines après, c'était malheureusement terminé. Et puis, en parallèle de la danse, ce qui m'a énormément aidée et ce à quoi j'ai pris énormément goût aujourd'hui, c'est la photo. Ah, trop bien. Ouais, vraiment la photo, c'est quelque chose que j'avais à portée de main depuis des années parce que je suis dans le maquillage depuis 15-16 ans et je suis au contact de photographes quand même assez régulièrement. J'ai des amis photographes qui m'avaient déjà proposé plusieurs fois de me prendre en photo, ce à quoi j'avais toujours répondu la plupart du temps non, alors que j'en avais envie. Comme quoi, on n'écoute pas assez ses envies avant qu'un truc nous tombe dessus. Et puis, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, ça m'a pris comme... j'allais dire comme une envie de pisser, c'est pas très joli à dire dans un podcast. J'ai dit, est-ce qu'elle va le dire ou pas? On a toutes pensé à ça. C'était trop tard, j'avais déjà commencé. Ouais. Oui. Dès que j'ai su que j'avais un cancer du sein et que je pouvais potentiellement perdre ma poitrine, parce qu'on savait pas encore à ce moment-là quel type d'opération j'allais avoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes 2 amis photographes qui sont dans la photo boudoir. Donc la photo boudoir, c'est le fait de poser soit dans un nu artistique, soit en lingerie, mais c'est de la photo très sensuelle, assez intime, qui joue beaucoup avec les clairs-obscurs, qui met en valeur le corps de la femme, de l'homme, des couples, etc. Et c'était le lendemain ou le surlendemain de mon diagnostic, je les ai appelés et je leur ai annoncé sans préambule que j'avais un cancer du sein et que je voulais maintenant faire un shooting de façon très urgente. Là, c'était plus dans un souci de comment dire, de célébrer mon corps que j'allais peut-être perdre. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, je pense que c'est un très bon conseil. Et moi, je l'ai écrit dans le livre parce que je l'ai pas fait. Je pense que ça m'a juste pas traversé l'esprit d'avoir une séance photo de son corps. Peu importe qu'on se fasse une chirurgie ou pas. En fait, c'est pas le propos, mais vraiment d'avoir une photo avant de tout ce qui se passe en fait, de vraiment d'immortaliser qui on est dans son plus simple appareil. Ouais. Et déjà, cette séance m'avait fait beaucoup de bien et pour le coup, je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Voilà, c'est le genre de prise de conscience qui te tombe dessus. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Déjà, pendant tous mes traitements, j'ai fait beaucoup de shooting photo parce que c'est pendant ma chimio que j'ai commencé à me faire maquiller le crâne et que le projet Maquille mon crâne a commencé à naître. Donc, j'ai eu une dizaine de séances photo où j'étais devant l'objectif et ça me permettait d'adorer de plus en plus mon look chauve. Et je continuais aussi petit à petit les séances photos juste pour me faire kiffer. Juste, voilà. Par plaisir, ouais. Moi, j'ai fait une séance photo quand mes cheveux ont commencé à repousser et j'ai refait 2 séances boudoir depuis
où à chaque fois, j'essaie d'aller un peu plus loin et de me challenger un petit peu plus, et où à chaque fois, je me dis, sur ce shooting-là, voilà ce que je veux exprimer. J'ai refait un shooting à la toute fin de mes traitements, donc j'avais fait mes séances de radiothérapie, ensuite j'avais encore 15 injections d'immunothérapie. À la fin des 15 injections, j'ai voulu refaire un shooting, et j'avais annoncé à mon ami photographe, là je veux que ce soit la fille, la femme fatale, qui vient de se taper 1 an et demi de traitement et qui ressort plus forte que jamais. Et 4-5 mois plus tard, j'ai refait un shooting boudoir où là, c'était... j'ai envie de montrer le renouveau. Voilà, Le nouveau moi, ouais. J'ai pas envie de dissocier la nouvelle moi de l'ancienne moi, mais en tout cas, la Fanny 2.0 qui a mixé l'ancienne Fanny avec la nouvelle, ou en tout cas qui est une Fanny qui s'assume plus. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui n'osent pas poser ou qui n'osent pas faire des shootings photos parce qu'elles se disent « je n'ai pas le corps pour, je ne sais pas poser, j'ai peur d'être jugée, etc. » Mais il n'y a vraiment pas besoin de tout ça, en fait, pour apprécier les bienfaits d'un shooting photo, parce que le photographe sait vous mettre en valeur. Alors bien, après, c'est comme les médecins, c'est comme les chirurgiens. Il faut bien choisir son photographe. Il faut avoir un bon feeling avec. Mais ils savent vous mettre en valeur. On n'a pas besoin d'avoir le corps d'une mannequin de Victoria's Secret pour poser en lingerie, ou pour même poser nu, ou pour se faire kiffer, tout simplement. Et vraiment, ça booste à mort la confiance en soi, parce que tu te rends compte que tu es capable de le faire. Et après, quand tu vois les photos et que tu te dis « Ah ouais, donc je ressemble à ça alors que j'ai 11 nouvelles cicatrices, alors que j'ai une tumorectomie, donc j'ai un sein un petit peu plus petit que l'autre, alors que mon corps a souffert, mais en fait, je suis quand même bonne. Sacrément bonasse, quoi. » Et vraiment, ça aide. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé. Je pense que ça peut être un des outils qu'on peut utiliser pour se réapproprier son corps, parce que pendant ces shootings-là, ton but, c'est de le mettre en valeur, et pas forcément de le montrer au monde, mais de te le montrer à toi-même, et ouais, de montrer les atouts de ton corps malgré les souffrances et toutes les opérations et tous les traitements qu'il a pris. Mais c'est un bon conseil. Comme tu disais, on peut regretter de ne pas l'avoir fait après qu'on ait eu une mastectomie, une tumorectomie. En fait, du moment où il y a des cicatrices, même j'ai envie de dire la cicatrice du pack de chimio, d'avoir aussi son corps avant tout ça, ça peut aider, ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais plus qu'avant, je pense que c'est très important de le faire après. Aussi. Ouais. Parce que finalement, c'est super de le faire avant. Vraiment, je suis contente d'avoir fait les deux. Mais le faire après aussi, c'est avancer un peu sur l'acceptation de ce nouveau corps, de ces nouvelles marques, de cette nouvelle poitrine peut-être. Et de s'aimer, ouais, comme ça. Ça peut aider. Toi, elle disait tout à l'heure que tu détestais la kizomba parce que t'aimes pas qu'on te touche. Ouais, exactement. J'aime pas qu'on me touche. C'est marrant, j'ai eu cette conversation la semaine dernière parce que je me suis souvenue qu'une amie m'avait envoyé dans une soirée kizomba dans 77 il y a hyper longtemps, mais je me suis retrouvée dans le fin fond du 77 un samedi soir à 1h du matin, et moi, dans ces cas-là, je reste dans le coin toute la soirée et je dis non à toutes les personnes qui m'approchent. Et tout le monde devait venir t'inviter en plus. Et moi, je n'aime pas qu'on me touche. Du coup, pas de contact, même massage, pas de... Si, alors ça, c'est différent. Ça, pour moi, c'est du bien-être, tu vois. C'est le massage. La aussi, c'est du bien-être. Oui. Tu me vois comme ça, moi non. Tu vois, j'aurais préféré faire de la gymnastique. Là, ça aurait été du bien-être. Mais le massage, c'est différent. Se faire masser, c'est déjà quelque chose que moi j'aimais beaucoup avant. Je me fais masser à n'importe quelle occasion, mais ça a été quelque chose que j'ai associé pendant un moment à quelque chose qui était plus thérapeutique, de par le fait de devoir aller chez le kiné, où ça a commencé un peu mon travail de réappropriation, mais ça avait enlevé le plaisir t'es un peu insouciant, tu vas te faire masser. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était devenu très mécanique, on va dire, le massage. Et c'est pas quelque chose que j'avais envie de perdre. Donc pour le coup, je me suis quand même un peu forcée à réapprendre ce plaisir. Et je me suis dit, bon, on va y aller, mais je sais que ça va être inconfortable, parce qu'avant, quand j'allais me faire masser, moi, je n'étais jamais très pudique. Donc, bon, j'arrive, on me dit déshabillez-vous, machin, j'enlève mon truc. Là, c'était différent, puisque du coup, dès que je me déshabillais, je me mettais tout de suite à plat sur le ventre.
Ou sinon, je me disais, faut pas que tu oublies de lui dire que tu as une cicatrice à la cuisse, que tu t'es fait opérer des seins, que ça ne fait pas mal, que tu as un pack, qu'elle peut quand même toucher. Donc, ça a enlevé, en fait, la légèreté. Tu as moins de lâcher prise. Voilà, il n'y avait plus du tout de lâcher prise. Pour moi, c'était vraiment comment je vais faire pour que la personne soit à l'aise, pour que moi je sois à l'aise et pour que ce soit quand même un bon moment. Après, il y a la partie où il faut se retourner et se mettre sur le dos. Donc, je me dis, j'espère qu'elle va bien mettre la serviette. Voilà, quand il soulève la serviette pour pas qu'on voit, machin. Et du coup, j'ai perdu un petit peu cette insouciance. C'était pas, voilà, j'ai perdu cette insouciance. Maintenant, j'ai plus du tout aucun souci à le faire, mais justement parce que je me suis forcée, parce que quand j'ai eu du coup toutes ces cicatrices, tous ces machins, il y a quand même des choses qui m'ont été enlevées. Ou par exemple, avant, j'adorais faire des hammams. Et hammam, t'es seins nus, t'es avec ta famille, tes amis. Aujourd'hui, je sais que je ne ferai plus jamais de ma vie un hammam. Parce que j'ai pas envie, parce que même si je suis à l'aise avec mon corps, j'ai pas envie que d'autres voient. J'ai pas envie, comme je disais tout à l'heure, la maladie, ça se voit dans le regard de l'autre. Oui. J'ai pas en fait envie. Et du coup, ça, je sais que ça a été enlevé. Donc, j'avais besoin de retrouver, de savoir où est-ce qu'ils allaient être mes petits moments bien-être à moi. Donc, le massage, ça a été, au-delà d'être du bien-être, vraiment un travail de réappropriation aussi pour ressentir, pour retoucher. Et après, pareil, en couple, j'aimais bien aussi être massée. Donc, ça a été aussi à réapprendre, ou en tout cas à montrer à la personne avec qui j'étais, et je suis aussi maintenant, de bien masser. Donc, lui, il va pas de main amortie. Allez, on masse les seins, tiens, ça va te faire du bien et tout. Donc, que j'apprécie, et à me masser aussi moi, et à revenir en contact avec ce corps, du coup, que j'avais plus envie de toucher, et petit à petit, de commencer à le faire. Donc, le massage, c'est vraiment quelque chose, moi, qui était important et que j'avais pas du tout envie de perdre, parce que je trouvais que la maladie, dans le bien-être, elle m'avait déjà enlevé plein de petites choses que je faisais avant, et des petits moments en fait comme des ça. Des petits moments de plaisir, qui étaient. Et est-ce que tu as retrouvé la sensation de ton sein gauche ? Ah oui. Voilà. Ça c'est revenu. C'est chouette, parce que je me suis dit, tiens, on parle de massage. Est-ce que donc tu as retrouvé la sensation ? Ouais, la sensation. Du moment où tu t'es reconnecté avec ton corps, c'est. Du moment où je me suis reconnectée avec mon corps. Après, pour moi, le sein, c'était une zone aussi érogène. Donc, je pense que la personne avec qui tu es et le confort que tu peux avoir avec cette personne va aussi faire beaucoup dans cette réappropriation. Moi, je me suis retrouvée dans des scénarios où j'avais rencontré quelqu'un, une personne comme ça, on se voit en mode Tinder et tout ça. Mais en fait, il n'y a jamais eu aucun moment où la personne est passée sur cette zone-là. Et je lui avais pas dit que j'avais eu un cancer, donc c'est-à-dire qu'il savait même pas que j'avais qu'un sein à ce moment-là. Pour te dire à quel point les seins ne faisaient même pas partie de son truc. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je peux même pas être avec quelqu'un comme ça, puisque ça fait pas partie du scénario de base. Donc, à quel moment cette personne, elle va t'aider à te réapproprier ta poitrine. Ouais. Ça n'existe pas. Du coup, j'avais vraiment besoin qu'il y ait cette compréhension de la personne avec qui j'aurais été, qui me fait me sentir bien aussi. Et du coup, il y a ce truc de confiance. Et après, je pense qu'une fois que tous les boucliers sont enlevés, ça va, mais petit à petit, encore une fois, ça prend du temps, mais c'est revenu. Ouais, c'est revenu, tant mieux. Du coup, est-ce que vous avez une dernière petite astuce ou un dernier conseil pour les filles qui nous écoutent, qui viennent de commencer, qui ont peut-être fini, qui sont peut-être en cours de traitement ? Moi, je dirais vraiment, c'est toujours c'est de s'écouter. De s'écouter, c'est le plus important pour moi, et aussi de se confier aux autres quand ça va pas. Et je le dis, ça, pour moi, c'est important, parce que j'ai une famille et des amis qui étaient très présents. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va aller pleurer ou dire ça c'est difficile, ça je peux pas faire. Et eux l'ont fait pour moi. Ils sont rentrés dans mon espace pour le faire pour moi. Mais au final, je l'ai apprécié, et je dis, c'est important de se confier, que la vulnérabilité, c'est pas une forme de faiblesse, c'est plutôt une forme d'ouverture qui nous fait nous rendre compte aussi que le soutien permet de se reconstruire petit à petit. Les séances photos dont tu parlais, c'est des séances aussi qu'on peut faire entre amis, c'est des séances qu'on peut peut-être faire aussi avec son mari. C'est vraiment de se dire qu'on n'est pas tout seul en fait dans l'aventure, parce que quand on parle de réappropriation du corps, les massages, c'est quelqu'un qui nous masse. Être en couple, on est deux. Quand on est en couple, 3 ou 4, d'ailleurs, ça vous intéresse. Quand on est en couple, on fait pas les choses seuls, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, même si notre réappropriation, elle est personnelle, elle se joue aussi par rapport aux interactions
qu'on va avoir avec les autres. Donc d'essayer de vraiment, je parle dans le livre, d'avoir ce noyau dur et donc de se confier à ce noyau dur qui sont finalement les gens qui nous accompagnent et qui nous veulent du bien dans notre retour à soi, quoi. Ils sont super importants, qui sont très aidants. importants. Ouais. Et ils n'ont pas un rôle facile parce que c'est difficile. Très aidant. C'est sûr. Un dernier petit conseil, Fanny ? Oui, effectivement, s'écouter. Et au-delà de s'écouter, je dirais que... Alors, je suis peut-être dans cette phase-là d'après-cancer où j'ai besoin de croquer la vie à pleines dents et de faire tout ce qui me passe par la tête et tout ce dont j'ai envie. Aux grandes dames de mon portefeuille et de mon banquier. Et de ton banquier, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais d'un autre côté, je me dis que s'il y a bien un moment où il est temps de prendre conscience qu'il faut faire ce dont on a envie et peut-être arrêter de se mettre des limites par peur, parce que les limites financières ou logistiques, ça c'est autre chose, mais par peur de soit pas être à la hauteur, soit d'être jugé. Je pense que s'il y a bien un moment où il est temps d'oser un peu réaliser ses envies, c'est là, c'est pendant les traitements peut-être, après le cancer très certainement, parce que non seulement ça aide à se remettre de ce traumatisme qu'on a vécu, mais en plus, on parlait tout à l'heure du fait que le cancer était comme un révélateur de notre personnalité. Bah, je pense que l'après-cancer, c'est vraiment le moment où cette personnalité s'exprime, où on est dans cette reconstruction de soi, mais aussi dans ce développement de ce nouveau soi qui se révèle un petit peu plus. Et voilà, si notre envie, c'est tout simplement de pas faire grand-chose et de peut-être reprendre sa vie d'avant, bah, très bien. Mais si notre envie, c'est de tester des trucs, de relever de nouveaux challenges, de partir en solo, je ne sais où, à Bali, par exemple, ou d'essayer de nouvelles activités. Ou en Jamaïque, comme j'ai fait après ma chimio. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas un seul schéma de réappropriation de soi. Il y a plein de choses différentes à faire. Il y a des choses qui vont très bien fonctionner. Moi, ce qui a très bien fonctionné pour moi va pas forcément bien fonctionner pour d'autres personnes. Et je pense que c'est important d'être toujours dans l'exploration de nouvelles choses. Encore ce week-end, j'ai testé une nouvelle activité que j'ai adorée et qui peut très bien s'inscrire dans une recherche de reconstruction ou de réappropriation de soi. J'ai testé une sorte de yoga aérien et c'est fou comme encore une fois, ça te reconnecte à ton corps et en même temps, ça booste ta confiance en soi parce que même si t'as pas été forcément la plus gracieuse pendant l'activité, à la fin, tu te dis ouais, mais je l'ai fait. Bah oui, ouais, t'es fière de toi. Je l'ai fait quand même et j'ai pris du plaisir et j'ai rigolé comme une nièce quand j'avais la tête en bas, mais j'ai pris trop de plaisir. Donc voilà, c'est peut-être un conseil bateau, mais essayez de réaliser ses envies et arrêter d'avoir peur de pas réussir. Donc je vais faire des choses. J'ai toujours cette petite peur qui vient. Mais là tu dépasses ta zone de piquer. confort et tu y vas, quoi. Mais j'essaye en tout cas de plus me limiter à cette peur-là et de plus m'empêcher par peur. Et je ne sais plus quelle était ta question. Eh ben, on va dire que les derniers conseils, c'est de ne plus avoir peur. Non, si, parce que c'est difficile de plus avoir peur. Mais en tout cas, de plus laisser cette peur t'empêcher de faire des choses. Voilà. Parce que cette peur, finalement, elle restera plus ou moins là, même si on fait des choses qui boostent notre confiance en nous et qui nous aident à limiter cette peur, ou en tout cas à la contrôler. Cette peur, elle reste plus ou moins toujours là. Mais en tout cas, ne plus la laisser gouverner complètement nos choix et nos actions. Mais voilà. Parfait, les derniers conseils. Parfait. Un grand merci à vous les filles d'avoir accepté de vous confier sur un sujet un peu difficile quand même. On a souvent tendance, surtout nous les femmes, à être dures avec nous-mêmes et surtout avec notre corps. Et ce, dans n'importe quelle étape de notre vie. Pendant le cancer, on voit bien que la relation a tendance à s'empirer. Alors s'il y a bien un truc à retenir, c'est soyez plus indulgente avec vous-même. C'est très important. Votre corps vous accompagne tout au long de votre vie. Il faut bien le chouchouter, l'accepter. C'est votre petit vaisseau, votre allié. On est à deux dans ce combat finalement, on le sait.
On espère que notre échange va vous donner quelques billes pour y parvenir, pour vous retrouver. Si vous aussi, vous souhaitez donner vos conseils sur ce sujet, n'hésitez pas à le faire sur nos réseaux, Jeanne et Rose, et on les repartagera avec grand plaisir. Et bien sûr, si vous souhaitez échanger entre Pinkettes, on organise tous les mois des rencontres entre patientes. On le fait en physique et en visio. Et vous pouvez retrouver toutes les dates sur notre réseau et sur notre site internet. Petite info, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique qui sera le cancer sans chimio. D'ici là, on vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.